L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Et ce matin, nous recevons Violette Spibout. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes députée du Nord, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée. Merci d'avoir pris le temps de venir dans ce studio, d'accepter notre invitation au milieu d'une actualité dominée par la gronde des agriculteurs. Oui, Gabriel Attal a fait un certain nombre d'annonces hier, mise en pause du plan de réduction des pesticides, tacle adressé aussi à l'Agence de sécurité sanitaire. Est-ce que Gabriel Attal a cédé devant la FNSEA ? Gabriel Attal, il a regardé la réalité en face et il a écouté et entendu les agriculteurs dans tous nos départements. Ici dans le Nord, nous avons, les députés, été au devant de ces agriculteurs pour mieux comprendre les difficultés et puis l'ampleur de la crise qui progressait depuis quelques mois. Et Gabriel Attal, sur le terrain, au ministère, avec une vingtaine d'heures de négociations avec les différents syndicats, eh bien, il a pu mesurer à quel point, finalement, nos agriculteurs, ce sont majoritairement des petites entreprises familiales qui souffrent de grandes difficultés de trésorerie, d'application des normes et d'application aussi de ces contraintes écologiques qui sont nécessaires, mais qui dans la réalité sont très difficiles encore à appliquer quand il n'y a pas d'autres solutions. Mais tout de même, il en a mis du temps, il s'est repris à plusieurs fois, Gabriel Attal. Est-ce que ce baptême du feu, il a répondu aux attentes ? Mais je crois que c'est la méthode de Gabriel Attal. La méthode de Gabriel Attal, c'est s'il faut prendre quelques jours de plus pour voir tout le monde, pour aller sur le terrain, pour entendre les différents syndicats, pour comprendre les différences entre toutes les filières agricoles qui ont des problématiques différentes. Si on parle d'un éleveur, de quelqu'un qui fait du lait, ce n'est pas la même chose que dans le Nord, ceux qui font des endives ou de la chicorée. Les problématiques ne sont pas les mêmes. On a des problématiques de normes européennes qui sont très différentes selon les filières. Et puis, on s'attaque globalement aussi au rapport avec les industriels, au sujet du prix, au sujet de l'application de la loi Egalim, et tout ça pour prendre les bonnes mesures, les mesures qui puissent soulager les agriculteurs français. Eh bien, il fallait prendre ces quelques jours de discussion. Vous dites quelques jours, pourtant, mardi à ce micro, on avait une bergère en invité de la matinale. Elle nous disait, on ne va pas changer en quelques semaines un système qui ne trouve pas de solution depuis 50 ans. Est-ce qu'on peut trouver des solutions en quelques jours ? En quelques jours, on peut débloquer des fonds d'urgence. Je crois que c'était une partie des mesures qui étaient attendues, notamment pour les grandes difficultés de trésorerie, de ces aides qui étaient attendues, les aides de la PAC, des réductions d'impôts qui n'étaient pas arrivées, des aides aussi pour ceux qui avaient vécu des intempéries, la tempête Ciarán, des inondations, et qui ne voyaient pas arriver des aides pour reconstruire une serre ou pour, par exemple, rembourser des frais de vétérinaire pour les vaches qui étaient malades de cette maladie hémorragique. Tous ces fonds d'urgence, ceux pour aider les agriculteurs et ceux aussi pour booster la recherche, ils étaient nécessaires. Après, sur le fond, il l'a bien dit, et le président de la République, en sortant de la Commission européenne, l'a dit aussi, il y a un travail de fond qui doit continuer, c'est-à-dire trouver toutes les solutions pour remplacer les herbicides, et on sait que parfois ce n'est pas simple. La recherche, malgré toute l'aide qu'on lui apporte, ne va pas assez vite pour avoir des vraies alternatives qui permettent de maintenir une production chez nos agriculteurs. Je le vois ici dans le Nord, la chicorée, l'endive, c'est l'interdiction d'un herbicide qui s'appelle le Bonalan. Et pour l'instant, en France, en Europe, nous n'avons pas l'alternative à cet herbicide qui est le seul qui permet de maintenir la production et donc 7000 emplois dans notre région Hauts-de-France. Vous l'avez dit, sur le fond, c'est pas simple, c'est compliqué, mais sur la forme, bloqué, forcé, menacé pour être écouté. Vous voyez le message finalement, pourquoi ça n'a pas été fait avant, et est-ce qu'il n'y a pas un risque que désormais, pour se faire entendre, blocage ? Il y a eu, je crois, une convergence de crises qui touchent les différents secteurs de l'agriculture, la non-application de la loi Egalim, les problématiques de l'inflation, la guerre en Ukraine qui a ouvert plus fortement les frontières à des produits concurrents à bas prix. Tout ça conjugué avec des choses, vous avez raison, qui étaient déjà signalées, soit par les députés, soit au ministère de l'Agriculture. Pourquoi il a fallu en arriver là pour que ça bouge ? Mais vous savez, changer les règles européennes, établir un rapport de force, ce n'est pas simple. On le voit aujourd'hui, Gabriel Attal a réussi à faire, on va dire, annuler temporairement les 4% de jachère en réunissant autour de lui 22 pays européens pour obtenir de l'Europe finalement un moratoire, un ralentissement de ces mesures qui sont nécessaires à la biodiversité française. Mais est-ce qu'il faut s'éloigner de Bruxelles pour redorer l'agriculture française ? Est-ce que si Bruxelles ne bouge pas, ça vaut le coup de prendre
prendre du recul avec Bruxelles? Il faut garder notre collaboration avec les autres pays européens, et l'Europe est nécessaire pour l'agriculture. Les premiers qui le savent, ce sont les agriculteurs. Vous savez, dans de nombreuses filières, qu'elles soient des micro-filières ou des grandes filières, c'est l'exportation qui fait vivre beaucoup l'agriculture, et les aides aussi de la PAC, 9 milliards d'euros par an. Quand je dis les exportations, c'est que chez nous, à Lille, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, c'est beaucoup d'agriculteurs qui ont des petites exploitations de quelques hectares et qui exportent 70% de leur production dans les pays européens. Donc nous avons plus que jamais besoin d'une Europe, mais d'une Europe qui fonctionne de la même façon pour tous les pays. Finalement, les agriculteurs, ce qu'ils nous reprochent, et ils ont raison, c'est quand les règles sont différentes selon les pays, quand on importe finalement des cerises ou des tomates qui ne respectent pas les mêmes règles que pour l'agriculture française. Nous sommes avec Violette Spiebout, députée du Nord de la France, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée. Tout autre sujet, Violette Spiebout, vous avez fait des annonces le week-end dernier dans le JDD, une série de mesures pour mieux protéger les élus locaux, car les violences contre les élus locaux se multiplient. Et il y a une semaine, le maire de Marcq-en-Barœul, c'était en métropole lilloise, a porté plainte à Bernard Gérard pour avoir retrouvé il y a quelque temps le système de freinage de l'ABS de sa voiture sectionné. Vous êtes rapporteur d'un texte de loi sur la violence faite aux élus. Comment on renforce la sécurité des élus locaux? Il faut absolument aller plus loin sur des mesures qui existent déjà aujourd'hui, de protection fonctionnelle, d'aggravation des peines, parce qu'on le voit, les violences se multiplient partout en France, que ce soit des incivilités, des injures, des outrages, du harcèlement en ligne. Beaucoup d'élus aujourd'hui sont face à des habitants, des groupes d'habitants ou des personnes anonymes sur les réseaux sociaux et n'en peuvent plus, ont un épuisement parce qu'ils se consacrent à leurs concitoyens et ils se sentent vraiment menacés, harcelés. On ne peut pas brider les réseaux sociaux. Et puis, bien sûr que si, on peut. C'est difficile, vous avez raison, mais on y travaille, on est nombreux à y travailler. Donc, il faut renforcer non seulement les sanctions, c'est le pack judiciaire qu'il y a dans cette proposition de loi sur les violences, aggravation des sanctions, travaux d'intérêt général quand il y a une injure publique ou un outrage, aggravation des sanctions sur le harcèlement, et puis nous, on aimerait même aller jusqu'au bannissement des personnes qui ont harcelé un élu, bannissement des réseaux sociaux imposés aux plateformes, et puis aggravation aussi des peines sur tout ce qui est révélation sur la vie privée, rumeurs, ce qui peut pourrir la vie d'un élu dans des grandes communes, comme moi j'ai pu vivre à Lille, mais aussi dans des petites communes où tout le monde se connaît. Et très vite, quand il y a une rumeur, une fausse information, eh bien l'élu et sa famille sont menacés. Donc aggravation, et puis aussi meilleure protection des candidats. On met en place un pack de protection des candidats aux élections municipales, par exemple en 2026. Ils pourront avoir de la vidéoprotection sur leur local de campagne ou un agent de sécurité s'ils étaient menacés, bien sûr, c'est pas le cas partout. Et puis pour les élus, eh bien une protection fonctionnelle élargie, c'est-à-dire que si vous avez vos enfants qui sont traumatisés après une attaque au domicile, comme on l'a vu, vous en parlez à Marcq-en-Barœul, mais aussi en Bretagne, la maire de Plougrestan qui a vu son véhicule avec elle aussi des freins sectionnés, ou le maire de La Haye-les-Roses pendant les émeutes, dont la femme et les enfants ont dû fuir le domicile suite à une attaque au cocktail Molotov. Dans toutes ces situations-là, la famille doit être protégée dans la durée et suivie. Si par exemple il y a un suivi psychologique, ils doivent pouvoir être pris en charge. Cette violence, elle est quand même pas un peu inquiétante? C'est le symbole d'une démocratie malade, on s'en prend aux élus? Ça nous pose effectivement question d'abord sur le pouvoir d'agir du politique et du maire en particulier. C'est une des préoccupations que j'ai eues dans la mission d'information avec mon collègue Sébastien Jumel. Ce pouvoir d'agir du maire, ce pouvoir de décider, il est conféré par l'élection. Il faut que les gens aillent voter, choisissent un projet politique. Il y a un sujet aussi d'image des politiques. Il y a quand même, ça révèle une désaffection profonde, ancrée des politiques. Un mépris, un manque de confiance. Heureusement, ce n'est pas le cas partout. Moi, ce que j'ai vécu à Lille pendant la campagne municipale et depuis que je suis élue, c'est plutôt des attaques de groupuscules violents, extrémistes, qui veulent faire passer leurs idées par des démonstrations de force, comme le mur qui a été érigé devant mon domicile. Tout ça, c'est pour impressionner, menacer, mettre des pressions politiques. Après, on le voit, beaucoup d'habitants, heureusement, continuent d'avoir confiance en leur maire. Les élus locaux sont ceux qui sont le plus aimés par les Français. Il faut qu'on continue de protéger ces élus, de protéger leur image, parce qu'il ne faut pas oublier que
dans toutes les communes, quelle que soit la taille, c'est un vrai sacrifice Mais avec la vie personnelle et professionnelle. Vous vous attaquez aux conséquences, c'est ce qu'on comprend avec cet arsenal. Est-ce qu'on s'est réfléchi aux causes tout de même de manière un peu plus large? Oui, les causes et la façon d'agir, c'est à mon avis dès l'éducation, c'est à l'école, c'est avec la parentalité. Ça fait partie d'ailleurs des mesures que Gabriel Attal a annoncées dans sa déclaration de politique générale, c'est rétablir l'autorité à l'école, accompagner la moindre incivilité d'une sanction extrêmement rapide, ces travaux d'intérêt éducatif, c'est l'expérimentation sur l'uniforme à l'école, c'est tout ce qui est le respect des règles. Quelque part, on repart au basique, on a un pays, une nation qu'on doit respecter. Si on doit respecter ses élus, on doit en premier chef, dès qu'on est petit, à l'école, en communauté, apprendre les règles du vivre ensemble. Ça me paraît être là, attaquer à la racine les raisons des incivilités. Le texte de loi que vous portez semble donc répondre effectivement à des attentes d'élus, de maires, mais une grande partie tout de même des élus. Alors je rappelle que 1300 maires ont démissionné depuis les élections de 2020. Eh bien, une grande proportion dénonce un étranglement budgétaire qui n'est pas résolu aujourd'hui. Alors c'est le sujet de la dotation globale des collectivités territoriales et vous avez raison. Est-ce que vous n'allez pas masquer avec justement votre texte ces réalités? Alors il ne faut pas les masquer parce qu'il y a des villes qui se portent bien, mais il y a aussi beaucoup de communes où les élus par exemple ne s'octroient pas les indemnités auxquelles ils ont droit parce que le budget de la commune est trop serré. Donc il y a des réalités, c'est compensé lorsqu'il y a des villes qui ont plus de difficultés avec des quartiers politiques de la ville où il y a plus de besoins sociaux ou dans des territoires ruraux par des dotations particulières. Il y a eu une augmentation des dotations aux collectivités territoriales au dernier projet de budget. Il y a des compensations aussi quand il y a eu les hausses des coûts de l'énergie. Donc l'État est très attentif à ce dialogue avec les collectivités territoriales. Mais on a quand même ce sujet de l'organisation, de la décentralisation des pouvoirs, des superpositions de couches de décisions, ce qui pose d'ailleurs problème à nos agriculteurs, les normes qui s'empilent. Et là-dessus, on a un autre collègue, Éric Woerth, qui est député dans notre région, et le président de la République lui a confié une mission sur la décentralisation qui arrive dans le même calendrier que nos propositions de loi sur les élus. Il y a vraiment un travail aujourd'hui sur à la fois les élus locaux, leur statut, leur pouvoir d'agir et les collectivités territoriales pour que ça se passe mieux et qu'elles aient plus d'efficacité dans leurs actions. Et pour autant, on parlait de la désaffection des Français pour leur politique. Le bureau de l'Assemblée nationale a décidé la semaine dernière d'augmenter de 305 € l'avance des frais de mandat des députés. Concrètement, ça permet de payer les transports, les téléphones, la permanence locale. En pleine crise des agriculteurs, alors que les Français montrent leur désaffection pour leur politique, c'est un mauvais timing. Je comprends quand on lit cette information rapidement dans les médias qu'on ne comprenne pas le timing, mais même parfois le fond. Une augmentation de frais, les gens ne voient pas la différence entre frais et salaire. Ce sont les frais professionnels. 305 €, c'est 6 000 € par an. Oui, et ce sont les frais professionnels des députés. Donc moi, je peux tout à fait comprendre qu'on soit ému et pas d'accord. C'est une décision qui était prévue de façon assez ancienne d'alignement sur les coûts en fait, d'augmentation de l'inflation, qui a été décidée à l'unanimité du bureau de l'Assemblée nationale. Tous les groupes politiques, la gauche, la droite, les extrêmes, tous ont voté pour cette décision parce que ces frais, ce n'est pas seulement pour nos propres frais, c'est aussi les frais de déplacement des collaborateurs. Ce sont, par exemple, quand on prend un stagiaire. Moi, si je prends un stagiaire, je l'indemnise 600 ou 700 € par mois. Si c'est un stage de fin d'études, c'est sur mes frais de mandat. Donc, vous savez, ce sont les augmentations du coût de la vie, mais je partage ce fait que c'est jamais le bon moment pour augmenter des élus, c'est toujours mal perçu. Pourtant, vous le savez, comme beaucoup d'élus locaux, on est sur le terrain et on a des frais comme tous les élus locaux. On vous a entendu, Violette Spillout, prendre la défense d'Amélie Oudéa-Castéra. Tout de même, il y a les faits, c'est pas une cabale, c'est du factuel. Elle a connu en plus hier sa première grève en tant que ministre de l'Éducation. Est-ce que c'est une erreur d'avoir cumulé le ministère de l'Éducation avec le sport? Est-ce qu'elle n'aurait pas dû rester au sport? C'est un grand ministère. Mais il y a une vraie cohérence à voir, comme chez nous à la commission des affaires culturelles, sport et éducation, toutes ces politiques qui soient réunies dans un grand pôle qui a une cohérence pour l'éducation et pour l'accompagnement des politiques sportives et éducatives. Mais elle a sa place au ministère de l'Éducation. Dans notre pays. Bien sûr, elle a sa place. D'abord, elle a fait ses preuves en tant que ministre des Sports et le soutien que lui ont apporté l'ensemble des fédérations sportives montre
le professionnalisme et l'engagement sans faille qu'elle a su démontrer, et puis l'efficacité de la préparation des JO 2024 qui vont tous nous toucher dans nos territoires. Après, il y a finalement un dérapage de la communication vers sa vie privée, où elle s'est sentie attaquée. Vous savez, quand on est élu, quand on est attaqué sur des choix que l'on a fait ou que l'on fait dans sa vie privée, eh bien l'émotion prend le dessus, et ce n'est pas facile d'avoir finalement un dialogue serein dans l'hystérisation, qu'elle soit sur les réseaux sociaux ou médiatiques, de certaines problématiques. Donc moi, je souhaite vraiment qu'on fasse confiance à la réalité de ce qu'elle fera en tant que ministre de l'Éducation. Je crois qu'elle a commencé toutes les rencontres sur le terrain avec les syndicats, et il faut faire confiance au sujet de fond. C'est ça la politique, c'est la complexité, le fond, la décision, et c'est une femme qui s'est décidée. Merci. Violette Spidou, rapporteure du texte sur la violence aux élus, et qui publie un livre en ce moment, qui sort en ce moment et qui s'appelle L'autre mur. L'autre mur. Merci beaucoup Michel Picard et merci beaucoup Violette Spidou. Je rappelle que vous êtes également porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée.